Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Mathias Fekl, ancien ministre et avocat, avec Isabelle de Goulmin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, et Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Chine, l'envers de la médaille ». Il est ainsi chapeauté « La Chine qui accueille le 4 février ses seconds Jeux Olympiques en l'espace de 14 ans, fascine ou inquiète, souvent les deux à la fois. Après avoir affiché leur volonté de faire rattraper au pays son retard économique à marche forcée, ses dirigeants ambitionnent d'imposer un modèle de démocratie populaire, plus adapté au monde nouveau et capable de concurrencer la démocratie à l'occidentale qu'ils jugent en échec. Les JO seront l'occasion pour le régime chinois de montrer au monde la supériorité de son système politique, supériorité qui se serait incarnée dans la mobilisation contre la pandémie de Covid-19, que les autorités chinoises présentent comme un succès majeur. Mais ça n'est pas tant la politique de la Chine que le 1 a voulu éclairer que l'évolution de sa société, le regard que celle-ci porte sur le régime, son état d'esprit et les nouvelles tendances qu'on y voit émerger. Vous pouvez toujours au Théâtre du Rond-Point, et je crois jusqu'au 21 février, aller entendre Jacques Weber qui dit un texte d'Éric Fotorino, toujours accessible sur la toile, La pêche du jour, une fable sur la question migratoire et sur notre indifférence à son égard. Pour notre bada, si c'est pour la culture on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier la troisième d'une série de 4 conversations avec Alexandre Gady, l'historien de l'architecture et aussi président d'honneur de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Il réfléchit aux réussites et aux échecs des batailles pour la préservation du patrimoine. Enfin, je voudrais lancer un insolite appel au secours, mais si quelqu'un de nos auditeurs occupe des fonctions de responsabilité à Facebook, il serait très aimable de se faire connaître parce qu'il se passe avec l'un de nos comptes des choses tout à fait bizarres et donc je serais content de pouvoir lui en parler. Enfin, les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne le 13 février sont ouvertes sur notre site. La précédente appel au secours, en tout cas à l'aide, c'est à l'adresse contact.lenouvelespritpublic sans séparation @gmail que on peut nous envoyer cette réponse à mon appel. Intéressons-nous maintenant à cette situation étrange où les réseaux sociaux, le slacktivisme, la primaire populaire, l'infotainment pourraient marquer la fin des partis politiques. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitch, 7 canaux numériques parmi les portails les plus populaires en France. C'est un minimum désormais pour un candidat à l'Élysée. Sur TikTok, le chef de l'État réunit 2 800 000 abonnés et ses vidéos atteignent régulièrement plusieurs millions de vues. Une autre plateforme s'impose comme place forte de la campagne présidentielle en ligne, Twitch. Jean-Luc Mélenchon y fait figure de pionnier avec sa propre émission, Allô Mélenchon, dans laquelle il interagit avec des internautes. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, une nouvelle forme de militantisme numérique s'est développée, le slacktivisme, qui désigne l'activisme paresseux, slacker pour fainéant en anglais, consistant à publier un tweet, à liker une photo sur Instagram, à signer une pétition sur change.org ou encore à partager un événement sur Facebook et ainsi à apporter son soutien à une cause depuis son canapé. Désormais, le partage des informations sur les réseaux sociaux a beaucoup plus d'influence sur les opinions que les chaînes d'information en continu. La France en possède 4, qui totalisent moins de 7% de l'audience quotidienne des Français. Chargée de recherche au CNRS, Claire Secaille a quantifié dans l'émission Touche pas à mon poste animée par Cyril Hanouna le taux d'antenne de septembre à décembre 2021 consacré à l'extrême droite, pas moins de 53% du temps, donc 44,7% pour le seul Éric Zemmour. La gauche et la droite classique se partagent le temps d'antenne restant. D'après le rapport annuel sur les manières de s'informer du Reuters Institute,
La consultation en France de la presse écrite est passée de 46% à 14% entre 2013 et 2021. Sur la même période, celle des réseaux sociaux a progressé de 18 à 38%. Et interrogé par le 35e baromètre de confiance dans les médias, Kantar Public One Point pour La Croix, une personne sur deux considère que l'impact des réseaux sociaux sur les débats et discussions politiques a été assez, 34%, ou très, 16%, négatif, alors que 41% des 18-24 ans contre 28% de l'ensemble le jugent positif. D'une étude publiée le 3 février par l'Institut Montaigne, il ressort que les 18-24 ans ne se reconnaissent aucune proximité avec un parti ou une tendance politique, pas même avec les écologistes. La socialisation politique des jeunes semble marquer le pas, relèvent les auteurs, pour qui c'est là le fait majeur caractérisant le rapport à la politique des jeunes aujourd'hui. Dans ce paysage politique bouleversé, la primaire populaire organisée fin janvier a profité de l'affaiblissement des formations politiques engagées depuis 30 ans, dont les effectifs se sont effondrés. Le Parti socialiste, par exemple, est passé en un peu plus de 10 ans de 200 000 à 20 000 adhérents. Sur cette question, Mathias Feckel. La crise de confiance et la crise de la démocratie n'est pas quelque chose de nouveau. Et elle vient d'assez loin. Certaines manifestations traditionnelles peuvent être décelées, par exemple, dans la montée de l'abstention à différents types de scrutins, dans la quasi-généralisation, au moins sur les scrutins nationaux, du vote sanction, et donc de l'idée de se débarrasser au terme de chaque mandat de ceux qui l'ont occupé. Sur le niveau national en France, c'est une quasi-constante au cours des dernières décennies. Et puis, c'est l'affaiblissement des partis qui étaient, y compris au terme de notre Constitution, un des cadres dans lesquels devait s'exprimer la démocratie. Donc il y a à la fois un mouvement profond, et puis il y a, me semble-t-il, un certain nombre de phénomènes qui sont nouveaux et plus spécifiquement liés à notre période. C'est d'abord un état d'esprit de l'indignation et de l'offense qui peut être très mobilisateur. L'indignation, c'est toujours mieux que l'indifférence ou le cynisme. Mais quand elle est permanente, quotidienne et finalement un peu vaine, on peut se demander à quoi elle conduit. La deuxième nouveauté, c'est l'émergence c'est plus tellement une nouveauté, mais enfin c'est quand même encore relativement récent, des réseaux sociaux comme acteurs politiques de plein exercice. Je pense avoir vécu ça, moi, sous le quinquennat précédent, où en début de quinquennat, les réseaux sociaux étaient un peu à part. C'était une bulle spécifique, mais qui n'interférait pas dans le champ politique. Et puis, au cours de ces années, c'est monté, et une polémique qui naît sur les réseaux sociaux, maintenant, dans la journée, se retrouve retranscrite dans la presse. Avec quelles conséquences ? D'abord, influer de plus en plus sur la tonalité du débat public. C'est aussi, et ça c'est une manifestation très préoccupante, cette conception de l'enfermement algorithmique, c'est-à-dire que de plus en plus vous n'êtes plus qu'entre convaincus. Il n'y a plus de dialogue. Ce que vous présentent les algorithmes, c'est des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. C'est l'inversion de saint Thomas. Je ne vois que ce que je crois. Autre manifestation de ce phénomène, c'est la montée du complotisme et la croyance en des théories de plus en plus absurdes. Une des conséquences probablement aussi de l'enfermement algorithmique. Alors, dans ces phénomènes-là, non pas dans le complotisme et dans l'hystérisation, mais dans ces outils, il y a aussi du positif. Les réseaux sociaux ont permis des dynamiques magnifiques. Elles permettent chez les jeunes notamment de s'emparer de causes et aussi de manifester un militantisme ou un engagement, une croyance en un monde meilleur. Je ne veux pas être trop caricatural là-dessus. Mais peut-être pour nommer quelques-uns des aspects qui font de tout cela une crise profonde. C'est d'abord parce que c'est une crise qui porte sur des choses essentielles, sur ce que nous avons en commun. La capacité à partager un diagnostic et de se mettre d'accord au moins sur des faits, si ce n'est sur leur interprétation. La conviction que la science permet le progrès et permet d'améliorer nos conditions d'existence. Une certaine croyance en la raison, si je peux me permettre ce paradoxe. Deuxième élément là-dessus, c'est que c'est une crise de la représentation et une crise de l'intermédiation. C'est la représentation elle-même qui aujourd'hui est non plus contestée, mais
pour beaucoup, refuser. On veut s'exprimer soi-même directement, on veut cliquer pour dire oui ou non à telle ou telle proposition. C'est une crise de la presse aussi, d'ailleurs, qui reflète souvent la crise de la démocratie. On pourra en reparler plus en détail. Donc, pour conclure et surtout ouvrir le débat, il me semble que la démocratie a besoin de temps, elle a besoin d'apaisement. En témoignent, j'espère, des lieux comme le Nouvel Esprit Public où on prend le temps de s'écouter. En témoigne le débat remarquable qui a été organisé par La Croix entre deux anciens premiers ministres, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe, avec certaines convergences assumées, des divergences formalisées et exprimées comme telles. C'est ça la démocratie. C'est pas tous les matins de voter oui ou non pour une proposition, souvent sous le coup de l'émotion, alors que le soir, la même personne pourrait être amenée à exprimer une opinion totalement contraire. Oui, moi, la question que je me pose vraiment, c'est comment mesurer l'impact des réseaux sociaux sur la vie démocratique et sur la vie politique. On est tous conscients de l'importance de ces réseaux sociaux. On voit bien comment tous les candidats ont investi désormais les réseaux sociaux, comment ils réagissent, ou tout au moins leurs équipes réagissent extrêmement rapidement. Et je m'interroge pour savoir si véritablement ça a un impact sur un engagement. Mathias, tu as évoqué l'engagement, le fait de cliquer, de consulter. Est-ce que c'est véritablement un engagement quand on constate une abstention des jeunes entre 18 et 24 ans? On ne sait pas ce qu'elle sera aux prochaines élections présidentielles, mais alors c'est pas du tout le même type d'élection, j'en suis bien consciente. Au régional, c'était 87% des jeunes de 18 à 24 ans qui n'étaient pas allés voter au régional. Donc il y a quand même un problème extrêmement important. Puis je crois que quand on dit les réseaux sociaux, les jeunes, je pense qu'il faudrait qu'on distingue un peu les choses. Il vient d'y avoir l'étude qu'a menée Olivier Galland et Marc Lazare, qui vient de sortir, qui est extrêmement intéressante et qui montre bien que dans les clivages, ce qui est important, au fond, c'est le capital, on va dire, social et culturel, plus qu'économique même, qui distingue les jeunes. Bon, on va dire les enfants de professeurs et surtout d'histoire-géographie, vont s'intéresser à la politique et vont avoir une consommation des réseaux sociaux qui est radicalement différente de jeunes qui sont déscolarisés et qui sont tout autant et peut-être plus sur les réseaux sociaux. Donc l'utilisation et l'engagement possible sur les réseaux sociaux, il est fonction là aussi du niveau économique, mais surtout social et culturel, à la limite de votre famille. C'est très intéressant, ils ont montré que les familles où il y avait pas un livre, effectivement, donnait une désaffiliation politique énorme et que, bon, ça les intéresse pas, ni gauche, ni droite, ni extrême gauche, ni extrême droite. Inversement, quand on est dans des familles où il y a des livres, là, l'investissement est beaucoup plus fort. Donc, je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. La deuxième chose, on dit, effectivement, au fond, les télévisions, les programmes continus, c'est vrai, ça représente pas beaucoup, c'est 2%, je crois, quand on regarde l'ensemble. Au fond, les gens regardent quand même TF1 et Antenne 2. Bon, et en plus, qui vote? Les vieux. Essentiellement, ce sont les vieux. C'est les vieux qui, d'une certaine façon, pour le moment, font l'élection. Donc, les vieux, ils sont pas à l'aise sur les réseaux sociaux, ça les ennuie, ils y vont pas. Donc, sur l'impact, si vous voulez, sur un résultat électoral, moi, je m'interroge vraiment sur est-ce qu'on prend pas ça un peu trop, avec trop d'importance. Je lisais que, 4 millions de likes pour Marine Le Pen parce qu'elle a montré son chat sous le sapin de Noël, par exemple. Enfin, mais qu'est-ce que ça signifie? Ou parce que Zemmour a fait 7 millions parce qu'il a lancé une boule de bowling et qu'il a marqué des points. Enfin, tout ça me semble, si vous voulez, un peu excessif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à ça, je ne dis pas qu'il n'y a rien à voir avec les réseaux sociaux, je m'interroge juste sur l'impact sur un résultat électoral aujourd'hui. Nicolas Bavrez. Alors pour essayer effectivement de répondre à cette question, je crois qu'il faut regarder quand même
au-delà de la France. Et c'est vrai que cette crise de la démocratie est une crise générale. Elle a donc deux grands volets, la montée des régimes autoritaires et puis la crise intérieure et effectivement le désengagement ou le basculement dans l'extrémisme. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, en fait, télescope ces deux évolutions. Alors, c'est une technologie, et comme toute technologie, on peut en faire effectivement un bon ou un mauvais usage. Quand on regarde la politique américaine, c'est très intéressant de voir que Roosevelt a été le président de la radio, Kennedy celui de la télévision, Obama celui d'Internet, et Trump est celui des réseaux sociaux. Et pour répondre à la question, est-ce que ça a un impact? Si on regarde en tout cas les États-Unis, c'est spectaculaire, puisque Donald Trump a repris la main aujourd'hui sur le Parti républicain. Il a été banni des réseaux Twitter et autres. Et c'est quand même spectaculaire de voir qu'il est en train de revenir à la tête du Parti républicain en créant son propre réseau social avec ce qu'il avait déjà fait au départ, c'est-à-dire en faisant du business en même temps qu'il fait de la politique. Et c'est clair que sur l'élection de Trump en 2016, on a eu les deux impacts, c'est-à-dire que lui-même, et ensuite il a présidé, ça a été le président Twitter, donc non seulement il en a joué dans la conquête, mais dans l'exercice du pouvoir. Et l'autre élément, est-ce que ça a un impact? C'est qu'en tout cas sur la campagne de 2016, mais aussi sur le référendum du Brexit, mais aussi sur le référendum catalan, on sait que les interventions de la Russie ont été extrêmement importantes. Donc, est-ce que ça a un impact? La réponse, c'est oui. Est-ce que cet impact est systématique? Évidemment, la question se pose. Et derrière, me semble-t-il, ce qui est intéressant et ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est la grande différence avec la télévision, c'est que la télévision est un monde, en tout cas en France, c'est pas vrai aux États-Unis, mais c'est un monde extrêmement régulé sur les temps de parole et avec tout un suivi. Le monde des réseaux sociaux est un monde très particulier parce que d'abord, c'est le monde des GAFAM, donc pour l'instant, c'est un monde d'une suite d'entreprises ou de monopoles dont aucune n'est européenne. Et donc, deuxièmement, il n'y a pas de régulation. Et donc, tout candidat peut créer sa propre chaîne YouTube ou autre. Et donc là, il n'y a pas de limite ni au temps de parole, ni, j'allais dire, à ce qu'on peut faire passer, comme message. Et puis, c'est vrai que ce qui a été dit, c'est que le réseau social, c'est une machine à la fois à polariser et puis à enfermer les gens dans des communautés. Donc, de fait, la technologie, elle est neutre, donc elle peut être tout à fait mise au service de la liberté, mais il y a une condition qui aujourd'hui reste non remplie, c'est que ce système soit régulé. Et au nom, à mon avis, d'une conception fausse de la liberté, c'est-à-dire que par principe, c'était un espace de liberté et donc, par principe, moins on avait des tas de normes et mieux tout ça fonctionnait, on s'aperçoit que ça n'est pas vrai du tout. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que les réseaux sociaux, enfin, ce qu'on n'a pas encore mentionné, mais c'est que ils ont aujourd'hui une importance d'autant plus grande qu'on fait des élections sous Covid. Et c'est vrai que le poids de l'épidémie, le fait que donc toute une série classique, que l'organisation de meetings soit quand même par exemple très compliquée, fait qu'aujourd'hui la campagne est beaucoup plus importante. La campagne à distance. Un très bon exemple, c'est Joe Biden, qui finalement a été élu président des États-Unis en restant dans le sous-sol de sa maison, ce qui est très très particulier. Donc voilà pourquoi aujourd'hui cette question des réseaux sociaux, elle est très importante. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que on a quand même souvent par exemple, sur le fait que les personnes âgées qui sont effectivement qui votent plus que la population, mais le taux d'équipement et d'utilisation des réseaux sociaux par les gens de plus de 65 ans est tout à fait élevé. C'est de l'ordre de 80%. Donc on a une vision fausse.
il ne faut pas confondre les réseaux avec simplement les jeunes. Et Trump en est un très bon exemple, parce que lui, c'est vraiment un homme politique qui a construit toute sa stratégie, son exercice du pouvoir sur les réseaux. Et Trump touche beaucoup de classes de la population, et pas seulement les jeunes. Isabelle de Golemin. Oui, enfin, moi je suis d'accord. Effectivement, on voit bien que les réseaux sociaux impactent aujourd'hui la vie politique. Mais il y a une deuxième question, me semble-t-il, derrière ça, c'est est-ce que les réseaux sociaux impactent le militantisme? Est-ce que c'est ça qui explique la fin du militantisme? Et c'est vrai que c'est le mot slacktivisme, un militantisme paresseux, qui est quand même assez négatif. Et là-dessus, je crois qu'il faudrait qu'on fasse attention, parce que si les jeunes ne votent plus, ne militent plus, effectivement, on sait bien, toutes les institutions sont concernées aujourd'hui par la fin du militantisme, que ce soit d'ailleurs les syndicats ou l'Église catholique aussi. Mais on pourrait aussi se poser la question de s'ils militent plus, c'est peut-être parce que pourquoi est-ce qu'on devrait militer aujourd'hui en politique? C'est-à-dire que si on dit que 87% des jeunes n'ont pas voté au régional, peut-être que en fait, c'est qu'ils sont simplement lucides. C'est-à-dire que voter pour les régionales aujourd'hui, ça veut dire quoi? On ne sait plus bien les délimitations territoriales des régions. Quel est le pouvoir du président de région? Qui est le président de sa région? Donc, en fait, peut-être que le problème vient aussi, c'est multifactoriel, mais on devrait quand même se poser le problème de notre système démocratique qui n'a qu'un rendez-vous tous les 5 ans, qui est celui du président de la République qu'on élit, et qu'en plus, comme vous l'avez dit, finalement, maintenant, on élit contre celui qu'on veut pas voir, plus que pour celui qu'on veut voir. Donc on a un système qui est très binaire, et finalement ce n'est que tous les 5 ans, puisque l'Assemblée nationale vient après, dans la foulée, et que, enfin tout le monde sait que l'Assemblée nationale aujourd'hui est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose. Donc il y a encore les maires quand même qui sont importants, mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait se poser la question des rendez-vous démocratiques dans notre société, et est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir uniquement un rendez-vous démocratique tous les 5 ans? À mon avis, c'est une première question à se poser. Et pour les jeunes, en tout cas, on voit bien que manifestement, ça ne les intéresse plus, et on peut peut-être comprendre ce désintérêt. Puis peut-être la deuxième chose, je me disais que, en fait, est-ce que ça n'a pas commencé en 58 ? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose d'une longue période? Parce que finalement, en 58, qu'est-ce qu'on a? On a une 5e République avec un système présidentiel fort, donc un président et juste un candidat, et puis l'arrivée de la télévision dans tous les foyers. Et finalement, est-ce que c'est pas là le premier glas ou la première étape de la fin d'un certain militantisme politique qui fait que les gens maintenant ont eu de plus en plus un espèce de lien à leur candidat par la télévision, et que le combat politique se passait par la télévision, donc en virtuel, et beaucoup moins en réel. Alors, c'est peut-être un peu caricatural, mais je pense qu'effectivement, il faut peut-être mettre ça sur une période longue. Puis peut-être la troisième remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé il y a quelques années, effectivement, de ce qu'on appelait la Civitech. C'est-à-dire que les nouveaux instruments numériques allaient permettre la démocratie. On a été finalement assez naïf là-dessus, puisqu'on voit bien qu'on peut être manipulé par le numérique, que tout dépend qui régule le numérique, qui détient. Et on a des grandes multinationales américaines qui ont finalement tous les pouvoirs là-dessus. Et puis il y a aussi, ça suffit pas. C'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un instrument numérique qu'on a une démocratie derrière. Et on voit bien comment la manière dont s'est mis en place le grand débat après la crise des Gilets jaunes, où il y a eu des forums, beaucoup de choses sur Internet, ça n'a absolument pas abouti à un processus démocratique, puisque finalement, c'était un président qui allait faire la tournée des popotes et qui était dans un dialogue, un soliloque presque avec la nation. Donc voilà, c'est vrai qu'on a été sans doute un peu naïf sur cette utilisation du numérique pour la démocratie. Il y a quand même aussi quelque chose qui tient aux partis politiques, parce que dans la mesure où d'abord leur financement est assuré, alors ça a été fait sur des bases vertueuses, mais est-ce que finalement ça n'a pas eu des conséquences négatives, leur financement étant assuré non pas par les cotisations de leurs militants, mais par les subventions publiques? C'est devenu quand même une machine à l'intérieur de laquelle on fait carrière, et on a bien vu que on commence par militer dans l'idée qu'on va devenir assistant parlementaire, puis conseiller municipal ou conseiller général, et puis peut-être avec beaucoup de chance député, ou voire summum des ambitions, devenir ministre. Mais on parle à qui? On parle aux gens qui sont à l'intérieur de son propre parti. Et là, il y a quelque chose qui, quand même, les partis politiques ne peuvent pas se tourner uniquement vers les réseaux sociaux ou vers la presse. Là aussi, d'ailleurs, la presse en France a une importance dans cette désaffection, dans la mesure où, quand même,
la vieille maladie de la presse française, c'est de s'intéresser aux riches, aux puissants, aux appareils d'État et aux institutions. Et la chose la moins valorisée dans la presse, c'est le reportage. C'est-à-dire l'idée d'aller voir la société et de raconter comment elle est faite, c'est-à-dire de la rendre intelligible et donc éventuellement réformable. Alors, c'est vrai que les exemples qu'a donné Nicolas sur tout ce qui se passe à l'étranger peuvent aussi pousser à dire, les partis politiques français, d'accord, ils sont comme ça, mais finalement, ça ne pèse pas très lourd. Mais si il y a des gens qui veulent se dresser contre cette dérive du slacktivisme ou de la slacker politique, je pense que ça passe aussi par un autre fonctionnement des partis politiques. Mathias Fekl. Le rôle des partis politiques, traditionnellement, il est double. Travailler sur des idées et ensuite gagner les élections pour les mettre en œuvre, si on veut schématiser. Alors la première fonction a été abandonnée il y a un bon bout de temps, je crains. Et la deuxième, gagner des élections, ne fonctionne plus non plus très bien. Donc c'est certain que partant de là, on comprend aussi la désaffection. Alors c'est avec ça qu'il faut renouer. La politique, c'est des idées d'abord. C'est des projets, c'est des propositions pour changer la vie des gens. Alors ça peut paraître un peu simpliste ou basique, mais vous parlez aux gens quand ce que vous dites les intéresse. Pardon d'être sur de telles évidences, mais quand vous parlez uniquement à votre propre parti ou quand vous parlez uniquement en interne, progressivement vous vous détachez. Et je pense que c'est ça aussi qui s'est passé progressivement avec les appareils politiques, c'est qu'ils sont devenus un peu autonomes et en vase clos. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut tout jeter et aller vers la démocratie directe permanente ? Moi, je ne crois pas. Parce que le risque aujourd'hui, quand même, c'est qu'on a tous l'habitude d'être sollicités sur nos portables et on peut, de fait, se passer totalement de représentation. On peut dire oui, non. Vous êtes pour la peine de mort, vous êtes interrogé là-dessus après un drame atroce, vous pouvez peut-être vous laisser aller à être pour. Et puis quand vous réfléchissez, vous cliquez contre. Donc il y a besoin de retrouver des lieux d'appropriation. C'est ça, à mon avis, le grand enjeu, l'appropriation des idées, l'appropriation des débats. Nicolas Bavrez. Ce qui est important de voir, là encore, si on regarde un peu à l'étranger, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas forcément la mort des partis. Ça peut être aussi, ça transforme la configuration même du système politique et on peut avoir, le réseau social peut se transformer en parti. Et on a un très bon exemple en Italie. Cinque Stelle, au départ, c'est un réseau social. C'est devenu une force politique très très importante et donc c'est la même chose. Quand on regarde les États-Unis, facialement le Parti républicain existe toujours. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'origine. Quand on prend également par exemple le Royaume-Uni, en apparence, la structure des partis n'a pas tellement bougé, mais on a vu l'embardée du Labour, puisque les réseaux sociaux ont permis la prise en main, qui s'est révélée finalement un échec électoral, mais par la fraction la plus radicale du Labour qui a mené à un échec électoral. À l'inverse, le Parti conservateur, lui aussi, a été complètement transformé par Boris Johnson sur des positions qui ne sont pas du tout celles classiques des conservateurs, et avec à travers cet usage des réseaux sociaux. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, on a une modification des gens qui s'investissent encore dans la politique et des possibilités de prise de contrôle d'un certain nombre de partis qui continuent à survivre, mais qui n'ont plus du tout la même nature et le même rapport au pouvoir et à la société. Béatrice Gibelin. Oui, il change ces partis politiques, comme tu viens de le rappeler, Nicolas, mais est-ce que le parti 5 étoiles va encore durer longtemps ? Rien n'est moins sûr. Est-ce que l'évolution du Labour vers un radicalisme, est-ce que ça va être le cas encore ? Rien n'est moins sûr, parce qu'on voit qu'il repart vers quelque chose qui est le centre-gauche. Est-ce que le parti conservateur des Tories avec Boris Johnson, est-ce que c'est une vraie évolution du parti des Tories, ou au cas où il serait destitué, ce que je ne crois pas, parce que beaucoup de députés n'ont aucune envie d'aller directement aux législatives, mais bon, il est dans une situation difficile. Donc rien ne confirme que ce soit dans la durée. En revanche, sur le Parti républicain, ça, aux États-Unis, ça c'était effectivement quelque chose de très important. Mais il faudrait aussi tenir compte des systèmes électoraux, parce que
quand même, Trump, quand il a gagné en 2016, il était minoritaire, on voit. Et c'est le système électoral qui a fait qu'il a pu gagner les élections. Ce qui n'était pas le cas, cette fois-ci, avec Biden, qui était majoritaire en voix et qui s'est trouvé majoritaire en nombre de sièges pour les grands électeurs. Donc, il faut faire aussi, je crois, prudence dans la lecture de ce qu'on peut faire. Et les États-Unis sont un très grand territoire, avec des densités de population qui sont faibles à des tas d'endroits, et où effectivement l'utilisation du réseau social permet d'être en contact. Et vous avez raison, c'est aussi dans des gens de tout type d'âge qui sont sur les réseaux sociaux aux États-Unis, et il ne suffit pas d'être avec un réseau social pour l'utiliser véritablement dans le sens où des classes plus jeunes peuvent le faire. Isabelle de Golemin. Oui, rapidement, je pense que la question que vous posez, elle a été très bien illustrée par la primaire populaire, en fait. Parce que la primaire populaire, c'est quoi ? C'est une base électorale de gauche qui veut l'union de la gauche et qui a donc réagi contre ce que les partis avaient produit. Un éparpillement, finalement, des candidats. Donc, c'est à la fois quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. 470 000 personnes qui ont participé, c'est pas rien. Et en même temps, on voit toute la difficulté de s'imposer quand on essaye comme ça de contourner les partis par rapport à des partis où il y a une forme, effectivement, de militantisme, de formation des candidats, donc qui n'arrivent pas de rien, qui ont passé divers échelons. Et on voit là aujourd'hui, effectivement, une candidate élue par la primaire populaire qui semble manquer de fonds par rapport à tous ceux qui sont passés par les partis. Donc je trouve qu'on voit bien comment les partis sont contestés aujourd'hui, mais ce qu'on met à la place, cette primaire populaire qui s'est fait par les réseaux sociaux, n'a pas non plus abouti. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant aux Jeux Olympiques de Pékin, et qui se déroulent donc du 4 au 20 février et qui seront les premiers à utiliser 100% de neige artificielle pour l'organisation des épreuves en plein air. Fin janvier, le massif montagneux qui entoure la station de Chongqing, où se déroulent les épreuves de ski alpin, était vierge de tout flocon. Depuis novembre, plus de 100 générateurs de neige et 300 canons ont fonctionné à plein régime pour blanchir les 9,2 km de pistes utilisées par la compétition. Ce recours à la technique dans une région connue pour son aridité aura un coût financier, mais surtout environnemental. Une étude chinoise soulignait en 2019 que 185 millions de litres d'eau seraient nécessaires à la production d'1 200 000 mètres cubes de fausse neige. Il y a 4 ans, en Corée du Sud, 90% du manteau avait été déposé grâce au canon et 80% en 2014 pour les Jeux de Sochi. Pékin 2022 promet pourtant que les Jeux seront, je cite, respectueux de l'environnement, fédérateurs, ouverts et propres, et vante le recours à des technologies innovantes et bas carbone pour fabriquer la glace et des sites de compétition alimentés à 100% avec de l'électricité verte. Greenwashing, rétorquent les défenseurs de l'environnement, selon qui il pourrait bien s'agir au contraire des Jeux les moins durables de l'histoire. Sans neige, les JO de Pékin préfigurent sans doute ce que seront les futures élections olympiques et les futures éditions olympiques. Une contamination, ça risque de durer un moment. Seront les futures éditions olympiques menacées par le réchauffement climatique. Dans un avenir proche, la Chine ne devrait pas être un cas isolé. Sur les 21 sites ayant accueilli des Jeux d'hiver depuis Chamonix en 1924, seuls 10 d'ici à 2050 pourraient encore convenir pour accueillir un tel événement avec des chutes de neige naturelles suffisantes. C'est ce qu'a mis en exergue un rapport produit par les chercheurs du Sport Ecology Group de l'université anglaise de Loughborough et l'association Protect Our Winters. En janvier, la Chine avait averti qu'une forte pollution de l'air pendant les Jeux n'était pas à exclure, au moment où sa consommation de charbon explose. Le pays dépend à 60% de la houille pour sa production d'électricité. Il fait face ces derniers mois à des coupures de courant et il a accru en conséquence son extraction de charbon. En 2021, le niveau des particules fines a chuté de 33 à 33 microgrammes par mètre cube en moyenne, a indiqué le service d'environnement de la mairie de Pékin, c'est-à-dire 3 fois moins qu'en 2013, mais c'est toujours 6 fois plus que le niveau recommandé par l'OMS. La pollution atmosphérique est une préoccupation majeure des Pékinois, mais aussi des athlètes qui devront se soucier en outre de la qualité et de la quantité de la neige artificielle. Sur cette question, Béatrice Gibel. Effectivement, quand on vient d'entendre la présentation que vient d'en faire Philippe Meyer, on se demande mais pourquoi on est allé faire des Jeux olympiques dans cette région aride,
du nord-est de la Chine où il ne pleut pas l'hiver. Et quand il pleut, Pékin étant à 150-180 km, c'est en juillet-août. Donc, de toute façon, on savait effectivement qu'il n'y aurait absolument pas de neige. Or, aller faire des Jeux olympiques d'hiver dans un endroit où il n'y a pas de neige, c'était quand même une première interrogation. Alors, on pourrait dire, on a choisi Pékin parce que de toute façon, l'autre, c'était Almaty et qu'il n'y avait aucune autre au Kazakhstan et qu'il n'y avait aucune autre ville qui était candidate. Et ça, c'est une question qui est importante. C'est qui, aujourd'hui, va se proposer pour faire des Jeux d'hiver alors qu'il n'y a pas de neige, ce qui augmente évidemment considérablement le coût, avec une opinion publique qui est de plus en plus sensible aux conditions environnementales. Peut-être que les Jeux olympiques d'hiver vont être à terme menacés, sauf si on les fait dans les endroits où il neige encore. C'est une question qui est importante à se poser. Alors, pourquoi Pékin ? On sait très bien que pour Xi Jinping, c'était extrêmement important de montrer la puissance de la Chine. C'est le seul pays qui aura fait les 2 Jeux olympiques d'hiver et d'été, dans un laps de temps court, puisque 2008 et 2020. Et ça devait être ça a été l'heure de gloire en 2008, pour bien montrer comment on était capable de faire des beaux Jeux et en plus de gagner beaucoup de médailles, et recommencer sur ce qui est le champ des Jeux olympiques d'hiver. Si ce n'est que le contexte n'est plus le même. Il y avait une certaine fascination en 2008 pour la Chine et sa réussite, et tous les journalistes, tous les athlètes pouvaient se promener en Chine pour aller admirer effectivement cette croissance extraordinaire. Cette fois-ci, ils sont dans une bulle. J'ai même lu que s'il y avait un accident de voiture avec des athlètes, on ne pourrait pas aller les secourir parce qu'il n'était pas question de rentrer en contact avec eux, et plus personne ne verra rien, et que les Chinois n'auront pas le droit d'assister, puisqu'ils n'ont pas le droit d'acheter de billets, et que personne ne verra ces Jeux si ce n'est à la télévision. Alors, si ça devait être la démonstration que la politique zéro Covid mise en place par les Chinois était la meilleure, ce qu'a évidemment affirmé Xi Jinping pendant très longtemps, je ne suis pas sûre qu'une partie de l'opinion publique mondiale partage le même point de vue. Puisque là, avec un certain nombre de cas avec Omicron, c'est 13 millions de gens qui ont été totalement confinés et dans des conditions absolument draconiennes. Donc je ne suis pas sûre que ce soit véritablement la mise en scène la plus valorisante pour la Chine. Et voir des pistes de ski, il vaudra mieux faire vraiment des zooms et pas montrer le paysage, parce que je ne sais pas si vous avez commencé à regarder, mais c'est affreux. Il faut vraiment qu'on se concentre sur les 9 km de piste pour faire ces Jeux olympiques. Donc il y a un enjeu politique, mais qui est, à mon sens, assez ambivalent, on va dire. Sur le plan économique, la Chine a les moyens de se payer des Jeux olympiques. On peut trouver que c'est aberrant, mais ils ont les moyens de le faire et le feront. On va bien faire une Coupe du Monde de foot au Qatar. C'est tout à fait du même ordre d'idée. Sur le plan écologique, c'est effectivement un vrai problème. Ça a été installé dans une zone qui est un parc national, avec effectivement une biodiversité tout à fait remarquable. C'est là le seul endroit où on pouvait avoir de la pente suffisamment forte pour faire des pistes de ski pour des Jeux olympiques. Non seulement ça, mais on a quand même exproprié des milliers de paysans, avec des indemnités qui sont sans doute plus que faibles. On a besoin de beaucoup d'eau. Oui, mais c'est autant d'eau qu'il n'y a pas pour l'irrigation dans une zone aride. Et je rappellerai que les paysans payent l'eau pour irriguer. C'est pas gratuit. Donc, on est dans une situation d'une inégalité au nom du prestige de la Chine qui me semble éminemment contestable. Nicolas Bavrez. C'est vrai que ces Jeux d'hiver de Pékin sont une absurdité totale. Donc, le but des Chinois, c'était de démontrer que pour la première fois, une même ville pouvait organiser des Jeux d'été et des Jeux d'hiver. Et c'est vrai que quand on regarde la liste de ces absurdités, c'est quand même assez impressionnant. On l'a dit, l'absurdité sportive, donc on fait des Jeux sans public, avec des contrôles des athlètes étrangers qui font que vraisemblablement ils seront désavantagés, des athlètes chinois qui auront été les seuls à pouvoir s'entraîner sur les sites olympiques, donc qui auront évidemment un gros avantage,
une absurdité aussi sanitaire, avec cette espèce de bulle dont on sait que, en fait, elle est utilisée comme un prétexte aujourd'hui pour contrôler la population chinoise. L'aberration écologique, on l'a dit, est effectivement faire des jeux avec 100% de neige artificielle, c'est expliquer qu'on le fait de manière responsable et écologique. On peut rajouter qu'on a dévasté la réserve naturelle de Songshan, qui était quand même un site tout à fait exceptionnel et dont le quart a été supprimé. Ça va quand même coûter, alors c'est sans doute un peu moins cher que Sochi, mais la Chine peut effectivement s'offrir les 34 milliards d'euros de coût de ces jeux, mais c'est complètement démesuré. Et puis effectivement, ces jeux sont mis au service de Xi Jinping, de son pouvoir à vie, à un moment où, par ailleurs, la Chine vient de mettre la main sur Hong Kong, menace Taïwan, et où on a un axe des démocratures qui se met en place avec la Russie de Poutine, et donc une interaction entre les deux crises de Taïwan et de l'Ukraine. Et donc, dernière chose, c'est quand même les jeux normalement au service de l'humanité. On sait que la question des droits de l'homme a été régulièrement posée, mais là encore, quand on prend par exemple le sort de la joueuse de tennis Peng Shuai et qu'on voit la légèreté et le cynisme avec lesquels le CIO a décidé de marginaliser sa situation, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, quand on met tout ça bout à bout, c'est Pythagore qui disait que le monde ressemblait aux Jeux Olympiques ou que les Jeux Olympiques donnaient une image du monde. Et je crois que, en réalité, ça donne une image, mais une image terrible de notre monde. Ça éclaire la vraie nature du régime chinois, qui est un pur totalitarisme. Ça montre le rapprochement entre la Chine et la Russie. Ça souligne la faiblesse de l'Occident, qui a été incapable d'avoir une position commune. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que le seul rapprochement qu'on peut faire, c'est avec les Jeux d'été de Berlin de 1936. Et que, dans les deux cas, l'olympisme se sera mis au service d'un totalitarisme. J'ajoute que, comme vous le savez, les nazis avaient suspendu les mesures antisémites et le contrôle, les discours et les affiches les plus agressives pendant la durée des Jeux, se prétendant un régime à la fois pacifique, moderne et tolérant. Ça, c'était l'été 36, comme chacun sait. En 38, c'était la Tchécoslovaquie qui était dépecée puis envahie. Et en 39, c'était la Pologne et la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un parallèle assez inquiétant de voir qu'on a une structure assez comparable de régimes totalitaires qui s'affichent, font leur propagande avec l'olympisme sur fond de montée des risques, sur fond de montée des tensions internationales et des risques de guerre. Isabelle de Golemin. Oui, alors je ne sais pas si c'est comme les Jeux Olympiques de Berlin, mais en tout cas, je trouve que ça pose un problème. Alors, il y a le problème de la Chine, de ce qu'elle est politiquement, etc., mais un problème à nous tous collectif. Moi, ça me fait beaucoup penser au film qui est passé sur Netflix, Don't Look Up, qui raconte comme ça les gens qui ne voient pas arriver la catastrophe écologique et qui continuent à vivre. Et je trouve que c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que là, on fait exactement comme avant et on fait même pire qu'avant. C'est-à-dire que déjà, effectivement, des Jeux Olympiques d'hiver, c'est pas bon pour l'environnement, même là où il y a de la neige. Mais alors là, non seulement c'est pas bon pour l'environnement, mais en plus on en rajoute puisqu'il faut en plus mettre de la neige. Alors la Chine vous dit, mais oui, mais on a fait un champ d'éoliennes, etc. Donc c'est de l'énergie verte. Donc ça, c'est bien cette logique qui fait que face au réchauffement climatique, on n'est pas prêt à renoncer à des choses, mais on cherche de nouvelles formes d'énergie pour continuer encore en plus à consommer, à continuer comme avant. Donc, c'est cette espèce d'impossibilité d'arrêter, moi, qui me surprend et que je trouve absurde. C'est pas seulement du point de vue de la Chine, mais de nous tous, parce que c'est quand même un événement mondial où on est tous responsables quelque part. Et puis, il y a aussi un second point que je trouve intéressant, c'est que finalement, pour l'écologie, pour l'environnement, on voit que la démocratie a du bon.
On a beaucoup dit à un moment, la Chine, elle a de la chance parce que c'est pas une démocratie, donc elle peut aller vite et elle peut faire sa transition écologique de manière plus rapide, sans passer par toutes les procédures, les consultations, etc. En fait, on voit que quand on n'a pas de moyens de vérifier les informations, quand il n'y a aucune transparence, quand il n'y a aucune information libre, on ne sait pas où on va. Là, il est quand même assez probable que tout ce que le gouvernement chinois nous dit sur l'aspect très vert de ces jeux, en fait, ce soit payé par d'autres villes de Chine où on a transplanté les industries polluantes. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas faire la transition écologique dans une dictature. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu un vrai débat, y compris chez les écologistes, pour dire finalement, est-ce qu'il ne faut pas un autre régime politique pour faire la transition écologique ? Donc je trouve que moi, je ferais volontiers une espèce de parabole de ces Jeux Olympiques pour nous tous, c'est-à-dire qu'on voit bien nos difficultés collectivement à prendre des décisions face à l'urgence du réchauffement climatique. Mathias Weckel. Les Jeux Olympiques sont toujours le reflet d'une époque. Alors, je ne savais pas que Pythagore l'avait dit bien avant moi, mais je lui donne raison sur ce point comme sur l'ensemble de son œuvre. Plus sérieusement, ce reflet d'une époque est à bien des égards tragique. Il y a la situation des droits de l'homme, elle a été évoquée avec Hong Kong, l'annexion pure et simple et en méconnaissance des traités internationaux. Il y a les tensions croissantes avec Taïwan. Il y a le sort des Ouïghours, avec les tortures, l'exploitation, les exécutions. Et tout cela, quand même, forme la toile de fond de ces Jeux. Il y a ensuite l'aberration écologique, qui représente un peu l'humanité face à l'hubris, c'est-à-dire l'absurdité qu'il y a à organiser des Jeux Olympiques d'hiver, là où manifestement il n'y a pas d'hiver qui correspond à ce dont les Jeux Olympiques ont besoin. Donc ça pose évidemment aussi des questions qui ont été soulevées auparavant. Et puis, il y a la situation de la Chine dans le monde d'aujourd'hui. J'ai cité les tensions avec Taïwan, mais on doit malheureusement ajouter la situation ukrainienne. Et l'ouverture des Jeux avec en invité d'honneur Vladimir Poutine est là aussi un symbole, triste symbole de plus de ces Jeux-là. Alors, face à cela, que faire ? Bien sûr, s'indigner, on en a parlé dans la première partie de cette émission, boycotter. C'est une option qui a été soulevée. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur ça parce qu'en réalité, je ne suis pas sûr que ça ait le moindre effet. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'Occident, et singulièrement l'Europe, doivent sortir de leur naïveté coupable qui a prévalu pendant des décennies. Et c'est le cas d'ailleurs. Quand on entend aujourd'hui la Commission européenne parler, le ton n'est plus tout le même qu'il y a des années. Mais tous ceux qui, pendant des années, ont théorisé le fait que le développement commercial, l'intégration du monde entier dans l'Organisation mondiale du commerce allait ipso facto, c'est-à-dire automatiquement conduire à la démocratie et conduire à la paix dans le monde, aujourd'hui en prennent pour leur grade. Et je pense qu'il faut aussi regarder ces théories-là, théories économiques et théories politiques. Et donc il faut, là-dessus, à mon avis, changer de paradigme de manière très forte, d'abord en étant lucide sur le fait que les relations internationales, c'est aussi la défense d'intérêts et de valeurs bien comprises. C'est indispensable, plus que jamais dans le monde d'aujourd'hui. Et puis, c'est une certaine conception de la réciprocité. C'est-à-dire que nous devons nous doter, à nouveau, en Europe, d'outils qui permettent de parler d'égal à égal et d'avoir aussi des instruments, je dépasse un tout petit peu le cadre des Jeux Olympiques, mais d'avoir des instruments de réponse lorsqu'il y a de la concurrence déloyale, lorsqu'il y a de la concurrence aussi déloyale en termes écologiques, et que finalement, nos industries viennent à être concurrencées par des produits qui sont fabriqués en dépit, là aussi, du bon sens écologique. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Les Jeux Olympiques, normalement, sont un moment de joie pour l'humanité tout entière. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait au rendez-vous cette fois-ci. Nicolas Bavrez. C'est vrai que les questions qui se posent, c'est comment réagir. Pour moi, il y a trois choses. Il y a une chose qui a malheureusement été ratée. Ça aurait été au moins d'afficher déjà une certaine unité des démocraties occidentales. Donc pour l'instant, le boycott diplomatique, il est le fait d'une douzaine de nations qui sont les alliés les plus proches des États-Unis.
on a un pays comme la France la France a une position qui est une position extrêmement ambiguë, puisqu'on fait un boycott de fait, mais sans l'annoncer, puisqu'on n'aura pas de représentants à l'ouverture, mais on ne l'assume pas vis-à-vis des Chinois. Comme quoi, quand on a ce genre de choses, comme disait Churchill, on a le déshonneur et puis et la guerre, ça c'était pour Churchill. En tout cas, nous, on a la double peine, c'est-à-dire que on fait pas grand-chose pour la liberté, mais les Chinois sont quand même furieux. Alors, il y a deux autres choses à faire, me semble-t-il. D'abord, c'est vrai que c'est poussé à l'extrême. Le sport business, c'est un modèle complètement... et les dérives du CIO. Et il y a quand même une chose à faire en tant que citoyen, puisque tout ça est quand même financé par de la publicité, des entreprises, etc., c'est de ne pas participer à ce qui n'est pas une fête, mais une sinistre farce. Et donc, à se moquer de ces JO et de ne pas s'y intéresser. Et la troisième chose qui est importante, et dans la suite de ce que disait Béatrice Gibelin, c'est de ne pas tomber dans la propagande chinoise et au contraire de faire la vérité et notamment sur ce qu'on voit, c'est-à-dire que la Covid aujourd'hui est utilisée comme un prétexte pour la Chine pour durcir son totalitarisme, faire avancer des outils numériques de contrôle de la population qui vont d'ailleurs aussi être utilisés pour contrôler les délégations étrangères qui viendront pour les Jeux, parce qu'il n'y a pas de public, mais il y a quand même des délégations. Et donc, d'utiliser ce moment pour faire la vérité sur un régime qui est une menace très importante pour la liberté et pour l'ordre du monde. Béatrice Gibelin. Oui, moi je pense qu'il faut vraiment attaquer le CIO. Écoutez, ça fait je ne sais pas combien de temps où le comportement du CIO et de son président est mis en cause, y compris sur des domaines de la corruption ou autres. J'ai cité le Qatar pour la Coupe du Monde de foot, mais on est dans des milieux, si vous voulez, où les enjeux financiers, y compris dans des intérêts personnels d'un certain nombre de responsables, qui sont très importants. Il y a véritablement une mise en cause qu'il faut faire des pratiques du CIO, et on sait très bien que si on a accepté et poussé à la limite aux Jeux à Pékin, c'est pour le business qu'il y a derrière. On s'attend à ce que 300 millions de Chinois montent sur des skis. Je me demande comment ils feront avec 9 km de piste, d'ailleurs. Mais ceci étant, c'est quand même très cher un week-end. J'ai lu qu'un week-end sur ces pistes, comme on va à Disney, c'est l'équivalent de 1 500 €. Je suis pas sûr qu'on ait tant de Chinois qui puissent s'opérer ça. Il faudrait quand même un peu se calmer là-dessus aussi. Isabelle de Golemin. Oui, peut-être rapidement, on se pose aussi la question des JO, tout simplement, et des JO d'hiver. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à faire ça ? J'ai vu que la région Rhône-Alpes est candidate pour accueillir des prochains JO. Il faut quand même savoir qu'on critique beaucoup, effectivement, cette histoire de neige artificielle. Mais là, la demande en eau dont a besoin Pékin pour ces 15 jours de Jeux Olympiques est équivalente, m'a-t-on dit, à la demande en eau d'une station moyenne française aujourd'hui pour maintenir ces pistes bonnes. Donc, nous aussi, nous utilisons la neige artificielle. Et est-ce qu'il faut continuer à faire des JO d'hiver ? Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en signalant l'ouvrage de Michel Elchaninov, l'agrégé de philo qui a écrit naguère Dans la tête de Vladimir Poutine, un livre qui a été à l'origine d'une riche collection qu'il dirige d'ailleurs, aux éditions Actes Sud, et qui permet de mieux cerner Erdogan, Mark Zuckerberg, Julian Assange, Bachar el-Assad, etc. Et donc, dans son Lénine a marché sur la Lune, puisque c'est son dernier ouvrage, Michel Elchaninov se penche sur le cosmisme, mouvement né en Russie et qui prétend à rien moins qu'à abolir la mort et à coloniser l'espace et les planètes. Né dans la cervelle d'un farfelu qui fascina Dostoïevski et Tolstoï et qui pourrait bien être le père et l'inspirateur des transhumanistes californiens comme de la vision politique de certains dirigeants russes actuels. C'est une plongée dans des théories qui inspirent aussi bien Elon Musk que
le nouveau chef de l'administration présidentielle de Poutine, qui a conçu un réseau de scanners spatiaux destinés à sonder la pensée humaine. De quel progrès ce courant cosmiste est-il le creuset? Vous le saurez en lisant Lénine a marché sur la Lune de Michel Elchaninov. Béatrice Gillier. Moi, je vais rester sur la Chine. Donc, j'ai été voir le film H6, qui est un film d'une réalisatrice qu'on dit franco-chinoise. Je ne sais pas si elle a la double nationalité, mais elle a fait ses études d'histoire de l'art en France. Elle s'appelle Yéyé. Et elle a été hospitalisée en France lors de son séjour parce qu'elle était malade. Et puis, elle est retournée en Chine et elle a participé à un documentaire qui se passe sur un des grands hôpitaux de Shanghai, H6, qui reçoit, si je ne me trompe pas, 70 millions de patients par an et qui représente, je crois, 72 000 ou 75 000 mètres carrés, c'est-à-dire quelque chose d'absolument colossal. Et c'est un film véritablement remarquable, parce qu'à la fois, on y voit le gigantisme de la Chine et comment ça se passe, puisqu'on a les queues très longue pour obtenir le rendez-vous. On a ces gens qui viennent de très très loin, qui font 1000 kilomètres pour venir se faire soigner. Et c'est à travers 5 patients et leurs familles dont petit à petit, on voit toutes les difficultés, toute la douleur, toute la souffrance, mais aussi toute la dignité. C'est vraiment un film d'une humanité remarquable et qui, dans ces temps où on parle du totalitarisme chinois, comme l'a rappelé Nicolas, on se dit qu'être soigné, même dans des hôpitaux en grande difficulté, qui sont les hôpitaux français, eh bien, on a bien de la chance. Isabelle de Golemin. Oui, alors moi, là, je propose quelque chose de plus pour les vacances, d'ailleurs, à écouter en famille. J'ai écouté la série des 10 podcasts sur Molière, Le Chien, le Loup, donc, qui ont été produits par France Inter, et c'est formidable. Peut-être les 2 derniers épisodes sont un peu inutiles, mais les 8 premiers, écoutez-les avec vos enfants, vos petits-enfants, parce que vous apprendrez d'abord que tout ce que vous avez appris sur Molière est faux. Et puis, vous allez aussi vivre cette époque sur le jansénisme, Port-Royal, sur qui était Louis XIV, qu'est-ce qu'était le théâtre à l'époque. C'est très bien raconté, c'est très bien expliqué, c'est très fin et surtout c'est très compréhensible. Donc pour toute la famille, Molière, Le Chien et le Loup. Alors, j'en profite pour lancer un appel à une chaîne de télévision pour qu'elle diffuse le film d'Ariane Mnouchkine sur Molière, qui n'est pas, c'est pas un court-métrage, ça dure à peu près 4 heures, ce qui avait d'ailleurs l'avait fait huer au Festival de Cannes quand ça avait été présenté, mais ce serait très intéressant de revoir cette vision-là de Molière, qui est en grande partie fondée sur nos croyances anciennes et que Georges Forestier, dans sa biographie, a mise en cause vigoureusement. Nicolas Bavrez. Comme on l'a vu effectivement dans cette discussion, on a cru à tort que le totalitarisme avait disparu. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Et je voulais recommander un livre vraiment magistral, le dernier livre d'Ismaël Kadare, qui s'appelle « Dispute au sommet ». C'est un livre terrifiant. Alors, Kadare est très intéressant parce qu'il fait partie, j'allais dire, des gens qui ont encore connu cette époque. Il a été étudiant à Moscou dans les années 50 et puis évidemment, il a connu la dictature albanaise folle de Enver Hoxha. Et ce livre raconte un fait incroyable, c'est-à-dire que Staline appelle Boris Pasternak pour lui parler de l'arrestation de Mandelstam. Et c'est terrifiant parce que ce coup de fil de quelques minutes, de ce coup de fil dépend évidemment la vie de Mandelstam et la vie de Pasternak. Et il y a eu ce que fait Kadare, c'est qu'il montre qu'il y a eu de multiples versions ou échos de cette conversation téléphonique. Et donc, il reprend les 13 manières, les 13 scénarios de ce coup de fil. Et ça permet vraiment de prendre conscience de ce que c'est qu'un régime totalitaire et de ce que c'est que, effectivement, ça a été un régime où on joue sa vie sur un coup de fil passé avec un dictateur. C'est une manière de faire comprendre par la base, et évidemment avec un talent littéraire exceptionnel, ce qu'est le totalitarisme, qui vaut tous les cours de sciences politiques. Mathias Fekl. Toute l'œuvre de Kadare est extraordinaire. Je me souviens du Palais des Rêves, sur l'emprise d'un régime totalitaire, sur ce que chacun a de plus intime, mais je n'ai pas tout lu de lui. Je crois que tout est absolument
recommandable. Alors moi, je vous conseille un livre de Loris Chavanette, Danton et Robespierre, le choc de la Révolution, chez Passé Composé, avec une préface d'Emmanuel de Varesquiel. Je ne vous le conseille pas parce que ce sont 2 avocats, ce serait une raison corporatiste, mais parce que sont retracés ici à la fois 2 destins, l'une des périodes les plus denses de l'histoire de France, selon moi, avec la Résistance, à la fois l'apogée, l'aboutissement de l'idée des Lumières, peut-être leur dévoiement avec la Terreur, qui est analysé un moment de basculement dans notre histoire, et aussi 2 rapports différents à la philosophie, aux idées, à l'action et à la vie, qui sont ici mis en lumière avec brio. Le livre d'Ismaël Kadare dont vient de parler Nicolas Bavres me fait penser à une anecdote, comme on disait, de l'autre côté du rideau de fer, par laquelle le peuple exprimait son sentiment à l'égard des dirigeants. Et c'est l'histoire de Staline qui prend son téléphone et qui appelle Mikoyan et qui lui dit « Dis-moi, Mikoyan, tu serais pas arménien ?» Et Mikoyan dit « Camarade, oui, je suis arménien. Tout le monde le sait. D'ailleurs, mon nom, c'est pourquoi tu me demandes. Non, rien, parce que au bureau politique, quelqu'un m'a dit Mikoyan est arménien, mais non, ça va. Et puis ensuite, il appelle Dzerzhinsky, non, Kaganovitch. Et il dit à Kaganovitch, Jean Kaganovitch, tu es pas juif, toi mes camarades. Oui, bien sûr, je suis juif. Pourquoi tu me le demandes? Tout le monde sait que je suis juif. Non, quelqu'un au bureau politique, mais non, mais il n'y a pas de souci, tu es juif. Puis il appelle Beria. Il dit à Beria, dis donc, Beria, tu me ferais pas suivre par hasard? Comment je te ferais suivre, camarade? Mais il y a toujours ces types derrière moi. Mais camarade, c'était garde du corps. Ah ben oui, absolument, c'est très bien, mais il n'y a pas de souci. Puis il raccroche son téléphone, Staline, et il dit, c'est ce que j'appelle une ambiance de travail. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Merci à Benoît Carré qui va en assurer le compendium. À Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes de financement et à répondre à tous ceux de nos auditeurs qui ont des questions sur l'édite plateforme. Merci à Adrien Beccaria qui enregistre cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique, à Julien Neuville qui l'a produit et au revoir à notre stagiaire Pierre Levrel qui pendant 6 mois nous a soutenus et qui maintenant s'en va à l'université de Pékin, enfin pas tout à fait puisqu'on ne peut pas y aller, qui je crois le malheureux est obligé d'aller faire son stage à Pékin mais en Thaïlande. Le ciel le tienne en joie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public, mais je vous donne aussi rendez-vous mercredi pour notre 3e rendez-vous avec Alexandre Gady et les questions de la protection du patrimoine.